donc ça c'est un des soucis avec le système universitaire américain, c'est qu'on est payé que sur 10 mois. Alors après moi j'ai pas d'équivalence, je sais pas si c'est la même chose en France, donc je connais pas assez de personnes qui sont dans le milieu, que ce soit universitaire ou même lycée, etc. Mais ouais, il faut se débrouiller, donc généralement il faut demander à enseigner un cours d'été pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire, ou quand on te donne pas le cours d'été, tu te débrouilles pour te payer un billet d'avion et rentrer en France pour pas dépenser d'argent, quoi. Ou pouvoir payer, tout le moins continuer à payer ton loyer, mais pas dépenser plus d'argent que ton loyer, les factures que tu dois payer, parce que ça veut dire que tu rentres chez papa, maman, et puis du coup tu manges gratuitement, enfin tous les autres trucs. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Il y a 20 ans, Olivier posait pour la première fois ses valises aux États-Unis et plus particulièrement en Géorgie, sans imaginer une seule seconde qu'il y reviendrait un jour. Titulaire d'un doctorat, professeur d'université et résident permanent. Dans cet épisode, il nous raconte les coulisses de l'enseignement supérieur aux États-Unis, les galères administratives d'une vie sans carte verte et d'un système universitaire vu de l'intérieur, entre cérémonies grandioses, services clients et réalités budgétaires parfois brutales. Cet épisode a été enregistré il y a déjà 4 ans et demi. Je vous propose cette rediffusion pendant qu'on prend quelques semaines de vacances, histoire de se remettre de cette année chargée en émotions et de vous préparer une saison 7 aux petits oignons. En tout cas, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Bonsoir Olivier et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ? Alors bonsoir Anne-Fleur, écoute, merci de m'avoir invité et je te parle en direct de Duluth en Géorgie. En gros, c'est dans la banlieue nord-est de l'Atlanta. Alors, on va discuter justement de tes multiples expatriations aux États-Unis. Ça fait combien de temps d'ailleurs ? Ça fait une dizaine d'années ? Là, en continu depuis 2008. Ah ouais, donc 12 ans. Ok. Ouais. Donc on va revenir un petit peu en détail là-dessus. Avant de rentrer dans je dirais, le vif du sujet, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi ? Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un ? À quoi ressemble ton quotidien ? Alors, est-ce que je suis vraiment obligé de donner mon âge ? Mais non, sans plaisanter. Non, mais je dis ça juste pour plaisanter, bien sûr. Alors oui, donc Olivier, évidemment. Donc mon Dieu, je vais avoir 39 ans cette année. Sûrement... Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais sûrement un des invités les plus âgés, là, je crois. Et donc, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Alors, je suis professeur de français dans une université, l'université de Géorgie du Nord, pour traduire en français. Depuis janvier 2015, j'ai commencé. Je partage ma vie avec quelqu'un, oui, en effet, monsieur qui s'appelle Brian et qui lui aussi est prof, mais il est prof de chant dans une autre université. Donc, du coup, heureusement, on ne travaille pas ensemble. Ça fait un petit break et on se retrouve le soir et les week-ends. Mais ouais, voilà. Alors, donc, tu es parti depuis 2008. Alors, ça va être intéressant de rentrer un petit peu dans les détails. À quoi ressemblait ta vie en 2008 avant de partir ? Et est-ce que toi-même, tu cultivais une envie de t'expatrier, de voyager, de découvrir le monde ? Ouais, non, mais en fait, quand j'étais enfant, on peut remonter très loin, oui, si tu veux. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient inscrit à un truc qui s'appelait la mini-school, où tu faisais des petits, tu sais, genre le chat est sur la table, le chat est sous la table, t'apprenais des chansons. Donc j'avais déjà eu mes premières expériences en dehors de la France grâce à ça, en passant des petits week-ends prolongés en Angleterre. Et puis excellent, je connais pas. Ouais, non mais c'est je sais pas si ça existe encore honnêtement. Et donc moi je suis ça je l'ai pas dit je crois. Donc je suis originaire de la région parisienne à la base, et donc c'est pour ça, donc il y avait ça. Et puis c'était au collège, je crois. Je suis parti en Italie pendant
une semaine, enfin tu vois les voyages d'une semaine que tu peux faire au collège alors que j'apprenais même pas l'italien, je me suis juste greffé au truc, c'était au lycée en fait, pas au collège. J'avais fait aussi une colonie grâce au travail de mon père avec un séjour linguistique en Écosse, donc il y avait déjà eu pas mal d'échanges, des petits séjours un peu prolongés, là c'était 3 semaines. Quand j'étais au collège, cette fois je me mélangeais, au collège j'ai fait une semaine en Écosse aussi. Et donc j'avais tellement adoré que quand j'avais pu faire cette colonie, j'y suis retourné. Et puis donc ensuite, il y a eu un échange d'1 an et peut-être on y reviendra plus tard en 2004, 2005 pardon, ou 2003, 2004. Je me mélange. 2003-2004. Oui. Ouais, 2003-2004, c'est ça. Et donc du coup, ça m'a pris 2 ans. Cette expérience, elle m'a vraiment plu. Et ça m'a pris 2 ans à tu sais, économiser un peu d'argent, voir un peu à droite à gauche les opportunités pour pouvoir repartir aux États-Unis. Et donc en 2008, j'ai été accepté pour un programme de master en Virginie occidentale, c'est le nom officiel en français. Pardon, pas en 2008, en 2006. En 2006, ouais, tout à fait. Et donc 2 ans de master, ensuite en 2008, direction l'université de Buffalo. Donc je pense que les auditeurs réguliers vont peut-être faire la connexion rapidement ensuite avec toi. Puis bon bah voilà, ouais, depuis 2006, en gros, on est aux États-Unis quoi. Parce que j'avais dit 2008 au début, ouais, je me suis planté. Non, mais il y a pas de problème. Donc en gros, donc si je reprends, si j'ai bien compris, donc tes directions dans le Michigan pour faire cet échange d'1 an pendant ton année de maîtrise en 2003-2004. Tu peux nous raconter, du coup, c'était ta première fois aux États-Unis? C'était pas ma première fois aux États-Unis. C'était la deuxième. Par contre, c'était la première fois pendant plus de 3 semaines. J'étais parti pendant une année scolaire. La première fois. Où avant alors du coup? Alors la première fois, ma toute première fois aux États-Unis, c'était en 2001, mais en juillet 2001, pas très longtemps avant le 11 septembre évidemment. Et j'étais allé, ironie du sort, ma toute première fois aux États-Unis, c'était la Géorgie. Ah bah tu vois comme quoi. Ouais. La boucle est bouclée. Exactement. Okay. Et donc ça t'avait tellement plu que tu as décidé de candidater à un programme d'échange? Alors en fait, ça m'a beaucoup plu, oui, mais c'était après complètement idyllique. Hein. Moi j'étais là en touriste, j'avais un correspondant à l'époque, et puis moi je lui disais allez viens en France, il venait pas. Un jour j'en ai eu marre, je lui ai fait écoute, je viens au mois de juillet. Et du coup, le pauvre, il a dû se prendre un appart, se trouver une coloc, etc. Parce qu'il habitait encore chez ses parents, qu'il n'avait pas forcément envie de m'imposer à ses parents et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, moi, c'était le rêve, quoi. C'était 3 semaines, j'ai complètement adoré, alors qu'on m'a dit qu'en gros, c'était le fin fond de la Géorgie et que personne n'aime l'endroit où j'étais. C'était à Macon, en Géorgie, qui est au centre de la Géorgie. Et ouais, en effet, cette expérience, elle m'a bien plu. Et en plus, en France, j'étudiais l'anglais. Donc, j'avais commencé. Donc moi, à l'époque, c'était pas encore licence master, c'était Doug, licence, maîtrise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc j'étais dans mon année de licence quand l'opportunité s'est présentée de peut-être partir aux États-Unis pendant une année. Donc j'ai rempli le dossier. Donc c'était à travers l'université en fait. Et donc un organisme, je t'avoue, je ne me souviens plus le nom de l'organisme. Donc j'ai rempli un dossier, tu t'envoies et puis t'attends. Et si t'es sélectionné, en gros c'est les universités qui te choisissent en fonction de leurs besoins. Et donc j'ai été choisi par une toute petite université qui d'ailleurs en anglais, ici on dit college pour faire la différence entre université et donc l'université qui contient aussi des programmes de master et doctorat, ouais, versus les universités qui ont juste des programmes de licence. Et donc c'était une toute petite université qui s'appelle Albion College, qui se trouve à 45 minutes de Lansing, la capitale du Michigan, et à 45 minutes de Ann Arbor, qui est l'endroit où tu as l'université du Michigan. Donc un peu en bas au centre du Michigan. Donc pendant une année, du Michigan, en français apparemment on doit dire Michigan. Mais ouais, une année scolaire américaine, donc de août jusqu'à mai. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors comment est-ce que ça se passe? Parce qu'en plus par rapport à la Géorgie, du coup que tu avais découvert un peu avant, ne serait-ce que l'hiver, si tu veux, j'imagine que ça a été une découverte intéressante. Et puis voilà, arriver dans une petite ville, une college town comme on dit, les villes donc où le centre névralgique économique c'est l'université. Tu peux nous en parler un petit peu de ton arrivée, de à quoi tu t'attendais et comment ça s'est passé? Ouais, alors bien sûr, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Pareil, ça. J'ai fait mes démarches
démarches de visa, donc ça, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai eu à faire un visa, les procédures changeaient à chaque fois que je devais en faire un. Mais donc ça, c'était pas un souci. C'est juste que quand je devais arriver, et à peu près, on était censé s'organiser pour arriver on avait genre une fenêtre de 2 heures en gros pour arriver à l'aéroport de Détroit où on venait nous récupérer. 2 heures en arrivant à l'international, c'est quand même pas énorme. Hein. Ouais, enfin je dis ça se trouve c'était peut-être un peu plus, hein, tu sais, je me souviens, ça commence à dater, hein, mais en gros on nous avait demandé d'arriver entre telle heure et telle heure. Et donc j'avais tout fait pour arriver normalement à l'heure prévue et puis avoir droit à mon petit shuttle de l'aéroport de Détroit jusqu'à ma chambre de dortoir. Pauvre petit étudiant que j'étais, j'ai pas fait de vol direct, donc du coup j'ai dû passer faire Paris-Francfort, Francfort-Détroit. Et évidemment il y a eu une galère. C'était, il me semble que c'était au moment où tu avais eu le terminal 2E ou 2F de Roissy, le toit s'était écroulé alors que le truc était assez récent, tu vois. Donc du coup, à cause des travaux, t'avais une piste de décollage qui était fermée, ce qui fait que j'étais très en retard. Donc arrivé à Détroit à Francfort au moment où ils fermaient la cabine de l'avion. Pour faire le vol Francfort-Détroit, où je fais mais s'il vous plaît, on m'a fait non, c'est trop tard, la porte de l'avion est fermée. Je fais bon, ok. Et donc obligé d'être remis sur un autre vol. J'ai dû arriver par Chicago et ensuite Chicago-Détroit. Enfin bref, toute une galère. Oh la vache, bon. Ouais, exact. Bien sûr, arriver sans valise parce que sinon c'est pas marrant. Mais on est quand même venu me récupérer à l'aéroport et on m'a ramené jusqu'à ma chambre. J'étais dans ce qu'ils appelaient la maison internationale où en gros, on mettait les étudiants internationaux et les étudiants en échange avec des étudiants américains qui voulaient avoir un contact avec les étudiants internationaux. C'était assez cool. Et ouais, donc j'ai dû recevoir ma valise 2 jours plus tard, quoi. Sympa. Mais arrivé assez mouvementé, ouais. Tu m'étonnes, d'accord. Et alors, tu t'attendais à quelque chose de particulier sur, je sais pas, la différence culturelle par rapport au sud des États-Unis ou, enfin, je veux dire, à l'époque, ok, c'était pas non plus il y a 30 ans, mais je veux dire, bon, on n'avait pas Google à portée de main. En tout cas, c'était pas un réflexe comme ça l'est maintenant. Est-ce que tu peux me raconter justement comment est-ce que tu t'es préparé à cet échange et puis du coup, qu'est-ce que tu en as découvert, quoi? Me préparer à cet échange, bon, on avait quand même Internet, mais c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je savais que dans le Michigan, il allait faire très froid en hiver, donc ouais, ça, j'ai été même acheter un gros manteau, genre limite manteau que tu prends pour aller faire du ski, tu vois, parce que je savais pas vraiment entièrement à quoi m'attendre au niveau température. Après, est-ce que je m'attendais à des différences culturelles? Non, parce qu'encore une fois, les 3 semaines en Géorgie, c'était des vacances, donc les gens avaient été super sympas, et puis t'as la fameuse hospitalité du Sud américaine, donc je suppose que j'en ai profité. Mais après, t'arrives dans un environnement qui est aussi un peu particulier, dans le sens où comme tu arrives sur un campus, tu es très bien accueilli, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, tu as des étudiants qui sont aussi entraînés pour t'aider à remplir, tu sais, faire toutes les démarches administratives, donc aller récupérer ta carte étudiant, t'inscrire au cours, parce que même moi, si c'était un truc d'1 an pour être assistant de français, à cause du visa, t'es obligé de suivre des cours. Donc choisir les cours que tu veux prendre et t'inscrire pour les cours. Enfin, pour les personnes en fait qui n'ont pas étudié aux États-Unis ou sur un système anglo-saxon, comme ça peut être sympa que tu racontes, que tu précises. Effectivement, en fait, on fait un peu son parcours à la carte. On a quelques contraintes qui sont données par le département ou par l'école, et on va aller en fait à 2 diplômes équivalents, en fait, personne n'a finalement exactement le même cursus, quoi. Ah ouais, non, mais carrément. Et puis en plus, moi, pour cette année-là, c'était un visa J1. Donc le visa J1, c'est un visa qui est valable entre, je crois, si je me trompe pas, 1 semestre et 1 an. Contrairement au visa F1 que tu obtiens pour faire ton master, ton doctorat ou tes 4 ans de licence aux États-Unis. Donc le visa J1, c'est un visa qui a une durée limitée. Une des formalités, c'était quand même suivre certains cours. Par contre, l'avantage, c'est que comme moi, c'était pas un vrai échange pour obtenir des équivalences en France, mais je me suis fait plaisir, quoi. J'ai suivi un cours sur l'histoire du Japon, j'ai suivi un cours sur la littérature américaine, puisque quand même j'étudiais l'anglais, donc je me suis dit qu'il fallait que je suive quand même des cours qui soient en lien, ouais, avec mon diplôme d'origine. Mais j'ai aussi suivi un cours de criminologie. Enfin, je me suis fait plaisir, quoi. Ah, cool.
Je pouvais vraiment suivre n'importe quel cours. Bon, il s'avère que le cours de criminologie, c'était horrible au final. C'était pas du tout mon truc. Ouais, non, le CSI, les experts, ça aurait pas été mon truc. Quoi. Mais non, c'était une année super sympa. En plus, mon mon camarade de chambre était super sympa aussi. Bon, lui, il voulait être mis avec quelqu'un qui parlait espagnol. Pas de chance. Mais on s'est super bien entendu. En plus, le système du dortoir, c'était un système de suite, comme ils appellent. Donc, ça veut dire que c'était juste deux petites chambres, deux chambres de 2 personnes avec une salle de bain commune. Plutôt que, tu sais, parfois les grands dortoirs où t'as toutes les chambres et t'as une grande salle de bain commune par étage ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était plutôt sympathique. Et puis, non, les différences... Ouais, tout ça pour revenir aux différences, je me suis un peu égaré, hein, excuse-moi. Je les ai pas forcément remarquées puisque c'était différent, c'était pas un contexte vacances où je suis en mode touriste complet, je me laisse porter quoi. Il fallait être un peu plus proactif, mais l'expérience en soi, elle était géniale quoi. J'étais payé $500 par mois ou quand t'entends ça, tu te dis mais c'est des pacotilles, mais à côté de ça, j'étais logé gratuitement, j'étais nourri gratuitement. Les $500, c'était $500 d'argent de poche quoi. Donc ça m'a permis de faire plusieurs allers-retours à Chicago qui étaient à 3 heures de route, de faire des vacances assez sympas. Je suis descendu en Géorgie justement pour rendre visite à Wes, qui est la personne à qui j'avais rendu visite la première fois, donc mon correspondant d'origine, pour passer les fêtes de Noël, puisque j'avais pas assez d'argent pour rentrer pour les fêtes de Noël. Puis je m'étais dit, comme c'est qu'un an, autant faire les 1 an et puis rentrer qu'à la fin de l'expérience, quoi. Mais non, en fait, c'était super. C'était un peu une cage dorée, quoi. Donc c'est ça le souci, en fait. Tu te rends pas compte puisque tout est fourni, t'as pas besoin de t'inquiéter. Le seul truc que Marie, l'autre assistante et moi on faisait, c'était notre rébellion parce que la cafétéria elle fermait à 7h, à 19h. Et donc nous, en bon français, on était non, 19h. On va pas manger à 5h non plus, quoi. Et donc, on se pointait, si tu veux, à 18h45. Oui. Et donc, au bout d'1 mois et demi, ils nous voyaient venir, ils étaient saoulés, si tu veux, les gens de la cafétéria, parce que la cafette, elle fermait à 19h, quoi. À 19h, il y avait plus de dîner. Donc, c'était un peu chiant. Oui, je comprends. D'accord, bon, super. Et alors, du coup, donc c'était quoi, 9 mois à peu près? C'était 9 mois, ouais. C'était un succès, du coup? Ah ouais, non, mais carrément, ouais, j'ai adoré l'expérience. On s'est très bien entendu avec les profs de français, à tel point que l'une d'entre elles était originaire de la Louisiane, et pendant toutes les vacances de printemps, tous les ans, elle offre un cours qui inclut un voyage d'1 semaine en Louisiane pendant les vacances de printemps. Donc elle nous a demandé, à Marie et moi, de se joindre à eux, ce qu'on a fait. On n'a rien payé. Donc grâce à ça, j'ai eu le droit à voir la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, etc. pré-Katrina, puisque c'était en 2004 déjà, mais avant le cyclone de Katrina. Et puis aussi, il y avait énormément d'avantages. Enfin, c'est un truc de dingue, comme tu l'as dit. C'est généralement dans des petites villes et l'économie de la ville tourne grâce à l'université. En contrepartie, il y avait un cinéma dans la ville et en tant qu'étudiant, tu pouvais aller voir des films gratuitement, quoi. Enfin, c'était vraiment des avantages. Ouais, non, c'est super sympa. Cool. Donc du coup, arrivé, donc on est en mai 2004, tu rentres en France. Et alors là, ton plan, c'est quoi? T'as encore des études à terminer sur ton diplôme français ou t'as fini? Comment ça se passe? Alors à l'origine, parce que j'ai dit que j'en étais à ma licence, mais en fait j'en étais à ma première année de maîtrise, donc j'ai vraiment du mal à me souvenir. Hein. Ça commence à faire longtemps en même temps. Donc du coup, le plan quand j'étais dans le Michigan, c'était je vais faire mes petites recherches et je vais écrire mon mémoire de maîtrise. Bien sûr, ça ne s'est pas fait. Donc je rentre, je me réinscris pour l'année 2004-2005, finir ma maîtrise. En changeant, je passe de civilisation, donc de l'histoire américaine, à me dire je vais faire de la littérature américaine. Donc déjà en plus tu vois je change, je fais le bon élève bien discipliné, je m'inscris à la BNF, je vais commencer à faire mes petites recherches et tout, et puis finalement je laisse tomber parce que là dans ma tête je me dis mais pourquoi je me prends la tête à vouloir devenir prof d'anglais en France alors que j'ai pas envie d'enseigner aux lycéens ou aux collégiens français. Et que cette expérience d'enseigner, c'était vraiment pas grand chose, hein. J'étais vraiment payé à pas faire grand chose, ça m'avait tellement plu
Je crois que c'était proportionnel aux $500 de salaire. Hein. Et donc ça m'avait vraiment plu. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de retourner aux États-Unis, puis obtenir les diplômes pour devenir prof de français et rester aux États-Unis. Ah ouais, donc c'est là que tu as eu aussi un peu le déclic de ce que tu voulais faire plus tard. Ouais. Ok. Exact. Donc, au lieu d'enseigner le français l'anglais aux morveux français, je voulais enseigner le français aux étudiants américains qui sont peut-être aussi un peu des morveux parfois de temps en temps. Comment est-ce que tu te prépares et comment est-ce que tu vas finir 2 ans plus tard en West Virginia, donc en Virginie de l'Ouest? Virginie occidentale. Écoute, pendant ces 2 ans, alors évidemment, il y a eu une petite histoire, une petite amourette qui a duré, le temps que ça a duré, ça s'est fini en 2005. Donc c'était aussi une démotivation, pour être tout à fait honnête. Après, il n'y a pas spécialement besoin de rentrer dans les détails, tu sais, c'est les amours d'échange, on va dire. Et puis pour certaines personnes ça fonctionne, hein, comme ça, plusieurs invités du podcast auparavant, et dans d'autres cas ça fonctionne pas. Mais c'était une autre motivation aussi pour retourner aux États-Unis. Et donc pendant 2 ans, je commençais à regarder un peu les programmes, et puis je regardais les prix, et je me disais, ça coûte quand même relativement cher. Et puis là, une ancienne amie m'a rappelé que quand moi j'étais parti dans le Michigan, il y avait sa sœur qui avait fait le même programme parce que c'était 2 personnes pour les États-Unis, une personne pour l'Australie, etc. Enfin, peu importe. Et qu'elle avait été acceptée à West Virginia University, sauf que eux, leur contrat, c'était un contrat de 2 ans directement. Ah, ok. Donc du coup, elle a refusé parce qu'elle se voyait pas partir pendant 2 ans. Et ce qui fait que j'ai postulé directement auprès de l'université. Et j'ai été accepté. On m'a donné un contrat d'assistant, donc ce qui permet de ne pas payer les frais de scolarité. Donc juste les frais de scolarité sont pas payés. Tu dois juste payer ce qu'ils appellent les fees. Donc c'est l'accès à Internet, le pouvoir imprimer, accès à la bibliothèque et des choses comme ça. Et ça t'enlève une grosse épine du pied quand même financièrement. Surtout aux États-Unis. Enfin, t'as une idée de combien coûtait un semestre si t'avais dû payer les tuition dans cette université? Je t'avoue, je m'en souviens pas, mais vu que c'est une université d'État, généralement c'est moins cher, mais il y en a beaucoup qui sont quand même, si tu rajoutes les forfaits repas plus ta chambre, etc., t'arrives facile entre 15 et 20 000 par semestre. Ouais. Après, tout dépend des universités, hein, c'est différent dans toutes les universités. Okay. Mais ça, c'est considéré comme pas très cher, quoi. Voilà. Ça fait mal au cœur quand tu sais que c'est considéré comme pas très cher. Donc du coup, j'ai été directement accepté. J'ai postulé directement à l'université, j'étais accepté. Et donc me voilà parti. Donc t'as été accepté sur ce programme de 2 ans? Ouais, exactement, pour le master. Donc c'était un master en langue et littérature française avec une option en ce qu'ils appellent TESOL. Donc TESOL ou ISL, l'un comme l'autre, c'est pour apprendre à enseigner l'anglais comme une langue seconde. Ah ok, on a effectivement déjà pas mal parlé de le ISL, donc pour les enfants expatriés notamment. Donc toi, du coup, tu as suivi la formation pour savoir l'enseigner. Ouais, exactement. Et donc j'étais accepté pour ça. Donc reparti, pareil, il fallait arriver à une date particulière. Donc je pense que ça a déjà été mentionné avant, mais l'année scolaire au niveau universitaire, ça commence entre début et mi-août selon les universités, et ça va jusqu'à fin avril, début mai. Selon quand on commence. Donc fallait arriver 1 semaine ou 2 semaines avant le début du semestre parce que tu as toujours tes orientations, etc. Et et là par contre, vu que c'était Morgantown, Virginie occidentale, qui est à 1h15, 1h20 de Pittsburgh, dans Pennsylvanie, qui est l'État limitrophe. Mais ils voulaient absolument qu'on prenne l'avion jusqu'à Morgantown, qui est un tout petit aéroport. J'ai fait un pari, je sais même plus où je suis arrivé aux États-Unis. Et après j'ai fait un vol, mais dans un coucou à hélice, si tu veux, où t'as je crois que c'était un Paris-Pittsburgh et Pittsburgh-Morgantown pour un vol qui dure 30 minutes, quoi. Je crois que je l'ai fait, ce vol. Le Greenbrier, c'est pas par là? Si, ouais, bien sûr, ouais, exact. Ouais, tout à fait. Et puis c'est un grand hôtel. Je fais une conférence là-bas, et donc c'est un tout petit avion que tu prends pour aller dans cet aéroport. Et puis c'est juste, c'est une rangée de sièges. C'est un siège de chaque côté, quoi. C'est pas, il y a rien du tout. C'est 2 par 2 avec juste un siège de chaque côté et l'aller au milieu, quoi. Exactement. Ça fait flipper, quoi. Sympa l'arrivée. Ouais, sympa. Okay. Et puis là, tu te retrouves à devoir trouver, faut que tu trouves soit un appart, soit, donc il s'est avéré que. Donc là, t'avais pas sécurisé un plan avant de partir. Rien du tout. Ouais. Là, j'avais rien de prévu, donc.
Bon, là, on est déjà un peu plus loin, donc on peut commencer à faire des recherches en ligne, puisqu'on est déjà en 2006, ça devient un peu plus facile, ça se démocratise un peu plus. C'est les débuts de Craigslist à l'époque, ça commence, tu vois. Et bon, là, l'autre française qui a été sélectionnée arrive, on se retrouve à chercher ensemble, à marcher un peu autour de la ville, à voir ce qu'il y a de disponible. Avec un coup de chance, on découvre qu'il y a une maison complète qui est à louer. Et on se retrouve à louer notre petite maison avec une Allemande qui était là pour exactement les mêmes raisons que nous, puisque c'était une maison avec 3 chambres, du coup une salle de bain, tout ça à l'étage, et puis une grande cuisine, une grande pièce à vivre. Enfin, c'était assez sympa. Donc c'était assez cool, quoi. C'était un peu j'allais dire la mélodie du bonheur. Enfin, au début, quoi. Tu sais, tout se passe bien, tout le monde s'entend bien, on fait des petites soirées. Puis il s'avère qu'en plus Morgantown, l'année où moi je suis arrivé, où on est arrivé en tout cas, c'était la ville numéro 1 pour faire la fête, parce que tous les ans t'as un classement des universités qui font la fête, et t'as l'université numéro 1 qui change tous les ans. Et il s'avère que pour cette année c'était West Virginia University, donc autant dire que pendant 2 ans je me suis bien amusé. C'est la plus grande université dans l'État, hein, de toute façon. L'autre c'est Marshall, qui se trouve à Huntington en Virginie occidentale. Puis c'est les 2 universités rivales en plus au niveau du football, etc. Non, ouais, ça reste évidemment une grande partie de l'économie tourne autour de l'université, parce que West Virginia, donc la Virginie occidentale, c'est un des États miniers des États-Unis. Et comme partout ailleurs, l'exploitation des mines de charbon, ça se réduit de plus en plus, puisqu'on passe de plus en plus aux énergies renouvelables, heureusement. Donc il y a aussi beaucoup de pauvreté, quoi, dans cet état, puisque beaucoup de personnes travaillent dans l'industrie minière. Bon, très bien. Et alors, je suis intéressée moi aussi pour qu'on discute un petit peu. Tu arrives à Morgantown, donc tu suis ton master et tu suis cette formation et tu enseignes donc en tant qu'assistant de français. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de à quoi ça ressemble l'enseignement? Qu'est-ce que tu verrais en fait, comme différence, comme similitude entre l'université en France et aux États-Unis, mais du côté de l'enseignant, ça m'intéresse aussi. Du côté de l'étudiant, moi je trouve que les étudiants américains sont quand même beaucoup plus assistés, choyés, etc. que les étudiants français, où tout le monde a son advisor, donc tu dois rencontrer donc la personne qui t'aide à choisir tes cours, etc. Alors qu'en France, enfin en tout cas moi à mon époque, c'était c'est la liste de cours, débrouille-toi comme tu veux, quoi. Alors que là, il faut que tu suives tel cours et tel cours, ça te permettra de finir ton diplôme un peu plus rapidement, et ainsi de suite. Pareil au niveau avancé, donc en 2e et 3e cycle, donc pour le master et pour le doctorat, t'es vachement suivi. Les relations sont beaucoup plus personnelles. Ils te connaissent, en fait, déjà, ça fait une grosse différence. Ouais, exactement. Ils te connaissent parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours en amphi, à part, ça arrive aussi aux États-Unis, hein, mais parce que je sais qu'à Buffalo, tu avais des cours de psychologie en amphithéâtre, mais c'est pas un truc, c'est pas quelque chose d'aussi normal, exactement, qu'en France, quoi. Donc du coup, tu dois t'adapter à ce type d'enseignement, donc faut que tu sois un peu plus sympa, un peu plus personnel, tu vois, dans le sens où faut que tu t'intéresses un peu plus à la vie de tes étudiants, et ils aiment bien te raconter un petit peu leurs petites histoires, mais bon, faut aussi savoir quand même garder une distance malgré tout. Enfin, faut être professionnel tout en étant dans le relationnel, personnalisable, tu sais. Enfin, c'est vraiment c'est du customer service en fait, c'est du service client ton truc. Ah ouais, non mais tout à fait, ouais, mais bien sûr. Et puis après, tu sais, quand t'as des étudiants qui sont pas contents, qui disent ouais, mais c'est c'est mes frais de scolarité qui payent ton salaire, ou tu dis ouais, non, en fait, tes frais de scolarité, ça se trouve, ils payent pour la lumière dans la salle, quoi, c'est tout. Tu l'as Ça m'est arrivé de répondre ça. Je fais non, parce que toi, tes frais de scolarité, ils partent, ouais, c'est l'université qui les encaisse, mais souviens-toi qu'on est une université d'État, donc c'est l'État qui me paye, c'est pas toi. Ça arrive, hein. Ils sont pas toujours, ils sont pas toujours contents, les étudiants. Justement, comme tu dis, c'est le système de service aux clients où eux, comme ils payent, ils partent du principe que comme ils payent, ils devraient recevoir des notes correctes. Alors que moi, en bon français, c'est si tu travailles pas, t'auras pas une bonne note, quoi. Enfin, c'est logique. Je dirais que la plus grosse différence, c'est vraiment ce côté, ouais, t'as raison, relation à la clientèle, service clientèle, et le fait faut être
professionnel et avoir une certaine distance tout en étant super sympa et t'intéresser à la vie de tes étudiants. Donc parfois c'est une ligne un peu difficile, tu sais. C'est vraiment sur le fil, quoi. Il y a des moments où t'as peur de passer de l'autre côté, du mauvais côté, d'en savoir trop, mais d'un autre côté, ça nous aide en tant que prof de langue à utiliser des exemples en disant ah bah tiens Bob aujourd'hui qu'est-ce que t'as fait, t'as été au cinéma, super, et bah alors et toi Sarah, est-ce que comme Bob t'as été au cinéma? Ah non, moi j'ai pas été au cinéma, j'ai fait ceci, ah c'est super, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Donc ça te permet de t'intéresser à leur vie, ça te permet d'utiliser ça dans les cours aussi, quoi. Et un truc justement, ce que tu disais aussi justement sur l'aspect accessible, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais étudiante aux US, donc à Buffalo, c'est les office hours. C'est-à-dire que le prof, en fait, autant le prof d'amphi comme le prof de TD, ce qu'on appelle les TA, les profs de TD généralement, les teaching assistants, vont te dire ok, bah moi je sais pas, tous les lundis et mercredis de midi à 1h mon bureau est ouvert, tu peux venir poser des questions autant que tu veux. Et je trouvais ça vachement intéressant en fait aussi comme système. Je sais pas comment les profs eux le vivent, mais je trouvais ça vachement intéressant parce que finalement tu sais que tu peux toujours avoir une réponse à tes questions et voilà, je trouve ça assez cool. Ouais, non, mais quoi, carrément. Et puis c'est pas, alors à moins que les choses aient changé, encore une fois, hein, parce que, toi et moi, ça commence à faire longtemps qu'on n'est plus dans le système français. Mais et j'allais dire en même temps, t'as ta sœur, mais ta sœur est même pas en France. Il y a les office hours, donc les heures de bureau, les heures de réception. Je sais même pas comment les appeler puisqu'on n'a pas vraiment d'équivalent à ce que je sache. Tu dois déjà les mettre sur ton syllabus. Alors c'est autre chose aussi qui est obligatoire et qui n'existe pas forcément. Enfin, c'est ce qu'on appellerait un plan de cours, je suppose, en français. Et donc où tu mets toutes les informations du cours, mais il faut que tu mettes tes coordonnées, donc ton adresse email, ton numéro de téléphone de bureau si tu as un téléphone de bureau. Mais en effet, il faut que tu mettes tes heures, les heures où toi t'es dispo dans ton bureau pour que les étudiants puissent venir te voir. Et ouais, t'as raison. Moi, par exemple, ce semestre, sauf que là, tout est sur le point de changer, mais ce semestre, c'est, par exemple, je suis dispo de 9 à 10 et de 14 à 15 le lundi, mercredi, vendredi, et de 10 à 11 et 13 à 14 le mardi et le jeudi. Donc moi j'enseigne 4 cours. Donc déjà je suis censé avoir au minimum 3 heures de disponibilité pour que les étudiants viennent. Et ça c'est inscrit dans les règles pour les profs, les règles qu'ils sont censés appliquer. Hein. Donc après chaque université a ses propres règles évidemment, mais ça me semble à peu près standard en tout cas en ce qui concerne ces heures de disponibilité pour les étudiants. Sauf que c'est le grand désespoir des profs, parce qu'on on leur dit, mais vous pouvez venir me voir aussi si vous avez des questions, et puis il n'y a jamais personne qui vient. Mais si un jour tu n'es pas là, c'est le moment où ils vont venir, quoi. Voilà, exactement. Si un jour t'es pas là, c'est le moment où ils vont venir et ça va être le drame parce que t'étais pas là le jour où ils avaient besoin de toi. Donc, ouais. Enfin, je dis ça, mais il y en a quand même qui viennent, tu sais, c'est pas, mais la grande majorité du temps, c'est, t'es là et puis y a personne qui vient, mais ça te permet de faire ton boulot en même temps. Hein. Et alors, qu'est-ce que donc du coup t'en auras retenu de ces 2 ans en West Virginia? Comment s'est passé toi aussi l'enseignement que t'as reçu, pas seulement celui que t'as donné, mais aussi voilà ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est du coup de vivre, parce que là on est aussi dans un État du Sud. Toi qui avais déjà fait un peu moins d'1 an dans le nord des États-Unis, tu peux nous raconter un peu les différences culturelles Ouais, bien sûr. Ouais. Alors déjà différences culturelles, eux ne se considèrent pas comme un État du Sud. Ah ouais. Parce que la Virginie occidentale, mais ouais, il y a eu sécession entre la Virginie occidentale faisait partie de la Virginie. Et donc évidemment, il y a eu évidemment toutes les questions d'esclavage avec les différences entre le nord et le sud. Et donc cette portion de l'État de Virginie était anti-esclavage, donc ils ont décidé de faire sécession du reste de l'État. Donc c'est comme ça qu'est née la Virginie occidentale. Donc eux ne se considèrent pas comme sud parce que ils se voient comme ouais mais non, nous on était comme les nordistes, ceux du nord, on était anti-esclavage, alors que géographiquement si techniquement ça fait partie du sud. Enfin, c'est pas super connu, en même temps personne ne connaît cet état, hein, on va pas se mentir. Enfin, en tant qu'étudiant de master, au final à la fin de ta 2e année de master, t'as quand même un examen à passer, tu choisis tes matières où tu veux passer l'examen. Donc moi j'avais pris forcément le TESOL, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse puisque c'était juste une de mes concentrations, et j'avais dû passer un examen, je crois, de littérature et un examen de francophonie, etc. Et donc c'était épreuve écrite, devoir sur table pour passer ces examens-là.
pour pouvoir avoir ton master. Mais du coup, la consécration, évidemment, c'est d'aller et d'assister à la cérémonie de remise des diplômes. Et de faire la cérémonie de remise des diplômes, chose qu'on a... Avec ta toge et tout et tout. Exactement, donc chose qui se développe maintenant un peu en France, mais qui à cette époque-là se faisait pas du tout, quoi. Il y avait pas de cérémonie de remise des diplômes. Alors raconte un peu ta cérémonie. Alors moi évidemment j'ai kiffé, quoi. J'ai adoré. Le truc c'était pour toute l'université, donc ça a duré une plombe, quoi. Et ça a dû durer 3 heures. Donc on était dans la grande, si tu veux, ils ont un genre de grande, un grand arena, je suppose, une grande arène de basketball. Enfin, c'est pas une grande arène. Un stade, quoi. Ouais, un stade couvert. Donc c'est pour ça que je voulais pas dire un stade. Mais c'est un truc fermé où t'as les matchs de basket et donc t'as tout le monde qui s'installe, t'as tous les gens qui arrivent, enfin tous les profs qui participent, qui arrivent eux aussi dans leur tenue, dans leur toge avec leur petit chapeau et ainsi de suite. T'as toujours un invité qui te donne un discours super inspirant. Ouais, vous avez réussi. Maintenant, vous allez faire de grandes choses. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes choses dans tous les discours. Et puis, arrive le moment où chacun marche sur la scène. Donc, on te prend ta photo plus 3 ou 4 fois, je crois. Et puis, quand t'es en master, on te hood. Donc, tu dois tenir un genre de capuche, en fait. En plus, faut que tu le l'aies sur ton bras, mais genre c'est le bras gauche, je crois. Enfin, il y a tout un protocole, c'est un truc de dingue. Hein. Tu dois le donner à une personne, la personne qui doit te le mettre autour du cou, et ensuite c'est la fin. Et par contre, l'avantage de Virginie occidentale, de West Virginia University, c'était que tu recevais une enveloppe, et dans l'enveloppe il y avait déjà ton diplôme. Donc tu recevais ton diplôme directement à partir du moment où tu faisais la cérémonie. Technicité de la cérémonie, il y a aussi donc t'as été hooded et tout, mais t'as aussi donc ton chapeau où t'as le tassel qui est donc une espèce de pompon. Et en fait ça on te le fait un peu tous en même temps, au moment où tu traverses la scène, je sais plus. Et en fait donc on a l'impression que c'est un peu mis au pif, mais en fait pas du tout. Tout le monde là d'un côté et puis t'as un discours et on te dit ok maintenant vous êtes diplômé, donc tout le monde le passe de l'autre côté et ça veut dire que ça y est on est diplômé aussi. Exactement. Et si je me souviens bien, c'est de droite à gauche, de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est l'un ou l'autre. Mais ouais, ça arrive. Et généralement, c'est le président ou la présidente de l'université qui dit par les pouvoirs, par les pouvoirs qui me sont donnés par l'État de X, je vous confère tous le diplôme de machin. Vous pouvez maintenant changer votre tassel, donc votre pompon, du côté droit à gauche ou gauche à droite. Mais je devrais avoir honte parce que depuis que je suis prof, Et puis en plus, depuis que je suis prof, du coup, je l'ai fait mes versions prof, les cérémonies de remise, donc je devrais savoir ça. Ça, c'était 2 ans, 2 ans merveilleux. Et alors, par contre, au niveau éducation, comme d'autres invités l'ont déjà dit, enfin, le niveau, il est pas super haut, quoi. Ou alors, peut-être qu'on est vachement bien préparé en France, j'en sais rien. Mais moi, la plupart de mes cours de master, honnêtement, je les ai pas trouvés très difficiles. Le seul truc qui était choquant, en fait, c'est la quantité de lecture que j'avais à faire. Ah ouais? Ouais, alors ça, c'est un truc qui m'a halluciné. C'est pour les cours de littérature, tu devais lire en moyenne 200 pages par semaine, quoi. Sachant que tu dois suivre 3 cours par semestre, puisque pour être à plein temps, faut que alors ça marche par crédit. Donc il faut 12 crédits pour être à plein temps, et chaque cours, généralement, c'est 3 crédits. Sauf que l'enseignement comptait aussi pour 3 crédits, ce qui fait que ça te faisait tes fameuses 12 crédits. Et il y avait un semestre où j'avais 2 cours de littérature et c'était facile, 400 pages. En plus des articles que je devais lire pour le cours de Tissol, machin, enfin on montait facile entre 5 et 600 pages par semaine, quoi. Donc est-ce que c'est humainement faisable ? Non. Mais par contre, moi un truc qui m'avait frappé quand même aussi sur l'enseignement aux États-Unis, c'est que t'as beaucoup moins de cours, quoi. Je veux dire, en France, on fait beaucoup de présentiel, et d'ailleurs c'est aussi vrai dans le monde du travail. Alors qu'aux États-Unis, finalement, t'as quelques cours. Enfin, moi, je sais pas, je me souviens, j'avais pas de journée de cours, mais du coup, énormément de travail personnel. Ouais, non, mais c'est ça exactement, parce que tes cours en tant que tels. Donc moi, les cours de master, ils duraient, on les faisait, c'était pour les cours avancés, peut-être 2 fois par semaine, donc c'est 1h15 2 fois par semaine.
Donc ça fait, de toute façon, les crédits, c'est censé être le nombre d'heures que tu vas suivre pour le cours. Donc si tu as un cours de 3 crédits, ça c'est censé représenter environ 3 heures de cours. Ah, je Donc savais pas. ouais, D'accord. normalement c'est à peu près ça parce qu'on parle même de credit hour, donc d'heures par crédit. Donc du coup, ouais, pour être à plein temps, comme je disais, faut que tu en aies 12. Sauf que tes cours, toi perso, c'est 9. Donc ça veut dire que c'est 9 heures de cours en réalité. Donc c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais bon, à côté de ça, quand tu es quand même étudiant en master, donc tu dois te taper toutes tes lectures, mais tu dois aussi te taper tes préparations de cours, et donc ça rajoute, évidemment. Ah non, mais je dis pas que tu faisais rien. Ah non, je sais, je sais, bien sûr. Les heures de cours, non, c'est clair. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est au niveau du nombre d'heures, oui, c'est pas tant que ça, quoi, comparé à la France, en effet, ou à d'autres, probablement d'autres pays aussi, quoi. On est un système où t'es peut-être plus à la Scandinave, où t'as peut-être moins d'heures de cours, mais c'est vrai que t'as beaucoup plus de travail personnel à faire à la maison. Mais après, bon, moi, je suis paresseux, donc je lisais pas forcément, mais 4, 5 à 600 pages par semaine, quoi. Donc, il y a eu, ouais, je sais, ne suivez pas mon exemple si vous êtes jeune. Écoutez ton podcast, il y a des étudiants. Mais ouais, enfin, il arrive un moment où tu dois choisir, quoi. En plus, il y a certaines personnes qui aiment vraiment beaucoup lire. Alors moi, c'est l'ironie de tout ça, c'est quand même, je suis prof de français, donc en littérature et en langue. Et lire, c'est pas ce qui me branche le plus, quoi. Enfin, lire quand on me l'impose, c'est pas ce qui me plaît. Lire pour le plaisir, évidemment, j'adore. D'accord. Ah bah tu vois, intéressant. Et alors donc du coup, tout ça te plaît tellement que tu dis tu sais quoi, moi je vais continuer. Et donc tu as décidé de continuer tes études en fait et de chercher où continuer tout en restant donc aux États-Unis. T'as jamais envisagé le fait de pouvoir revenir en France? Non, parce qu'après avoir commencé le master aux États-Unis, j'avais envie de continuer avec le doctorat, ouais. Donc c'était vraiment le but, c'était d'obtenir les diplômes. Et moi à l'époque, ce que je savais pas et que je sais maintenant, c'est qu'avec un master, tu peux déjà trouver un job et devenir instructeur, par exemple. Tu deviens pas professeur. D'accord. Tu deviens instructeur parce qu'il faut avoir un minimum de 18 heures, 18 crédits au niveau master pour pouvoir enseigner déjà à l'université. Sachant que 18 crédits, c'est un an de master, quoi, en gros. Mais donc à cette époque-là, je le savais pas non plus. Donc ouais, je voulais continuer. Donc j'ai commencé à postuler à d'autres universités. J'avais postulé à Boston University, tiens, d'ailleurs. Et puis cette amie que j'ai mentionnée un peu plus tôt, qui m'avait rappelé que sa sœur avait été acceptée à West Virginia University, elle m'a redit, écoute, viens à Buffalo, moi j'y suis, et puis envoie ton dossier, je suis sûr qu'ils te prendront, parce que généralement ils sont toujours OK pour accepter de nouveaux étudiants. Et parce qu'en effet, Boston University, on m'avait accepté, sauf que à cette époque-là, il y avait plus justement de possibilité de devenir assistant, et on me demandait $50,000 par an, donc ça a été un non, quoi. J'étais acceptée à Boston aussi à l'université, mais pareil, j'avais pas de scholarship et j'étais non. Ouais, j'ai gardé la lettre pendant longtemps où c'était félicitations, mais 50,000 par an. Ouais, et donc j'ai postulé. Ah ouais, non mais c'est juste impossible, quoi. Et parce qu'en plus, que ce dont les gens ne parlent pas, parce que si je me trompe pas, la plupart des invités précédents, c'était des échanges au niveau de la licence, c'est pas au niveau master ou doctorat. C'est que quand on est étudiant de 2e et 3e cycle, donc de master et doctorat, c'est plus cher que quand on est étudiant en licence. Donc tu payes plus cher tes crédits. Je savais pas. Ouais. C'est plus cher, ouais. Donc bon, évidemment, après pour les étudiants qui sont en licence, tu rajoutes justement les forfaits bouffe, le forfait dortoir, machin. Donc du coup ça s'ajoute assez rapidement. Mais la base du prix au crédit est plus chère pour les étudiants de master et les étudiants de doctorat. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais donc cette amie me dit, écoute, moi j'y suis, postule, candidate à Buffalo, c'est ce que j'ai fait, j'ai été accepté. On m'a accepté en me C'était un offrant programme encore. qui t'intéressait ?
C'était un bon département de français, de langue, ou il y avait un truc qui t'intéressait? Bah, le département de langue, je t'avoue qu'à l'époque, moi j'étais un peu naïf en ce qui concerne quelles universités étaient les meilleures en termes de de département de langue, etc. Donc maintenant je le sais un peu mieux, mais ça reste quand même une grosse université d'État qui a une bonne réputation au final, puisque les universités sont classées en termes de Research 1, Research 2, etc. Donc Research 1, donc université de recherche niveau 1, c'est ce qu'il y a de mieux dans le pays dans le pays aux États-Unis au niveau justement de l'université de recherche. Ça fait partie des universités qui ont enfin pas des demandes, des requirements. Aïe aïe aïe. Des requis, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, qui sont assez importants. Par exemple, moi, je sais que mes profs, pour être titularisés, il fallait absolument qu'ils aient publié un bouquin. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres universités, dans des universités qui sont plutôt considérées comme régionales. Donc, en soi, même Buffalo est la Research One. Ouais, Buffalo et Research One, exactement. Donc, même si le département de langue en tant que tel, il n'est pas forcément hyper réputé, c'est quand même une université qui a une réputation relativement bonne. Sachant que à Buffalo, il y a d'autres départements comme le département de littérature comparée qui fait partie en tout cas à l'époque, qui faisait partie des meilleurs départements de littérature comparée dans le pays. D'accord. Okay. Donc j'ai été accepté, on m'a donné mon petit job d'assistant, donc ça veut dire qu'encore une fois, j'avais pas à payer les frais universitaires, juste mes fees de base, donc encore une fois accès bibliothèque, accès aux ordinateurs, imprimés, ainsi de suite. Mais ça monte quand même à quasiment $1000 par semestre que t'as pas forcément les moyens de lâcher tout de suite, quoi. Et à cette époque-là, on nous payait $12 000 sur 10 mois. Et donc ça, c'est un des soucis avec le système universitaire américain, c'est qu'on est payé que sur 10 mois. Alors après, moi, j'ai pas d'équivalence, je sais pas si c'est la même chose en France, donc je connais pas assez de personnes qui sont dans le milieu, que ce soit universitaire ou même lycée, etc. Ouais, il faut se débrouiller. Donc généralement, il faut demander à enseigner un cours d'été pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Ou quand on te donne pas le cours d'été, tu te débrouilles pour te payer un billet d'avion et rentrer en France pour pas dépenser d'argent, quoi. Ou pouvoir payer, tout le moins continuer à payer ton loyer, mais pas dépenser plus d'argent que ton loyer, les factures que tu dois payer, parce que ça veut dire que tu rentres chez papa, maman, et puis du coup tu manges gratuitement, enfin tous les autres trucs, quoi. Ah d'accord, ok. Ouais, non, c'est pas évident. Bon, à la limite, en fait, pour l'instant, des villes que tu m'as dites, c'est aussi des villes qui sont pas hyper chères, c'est ça? Ouais, non, c'est vrai que c'est un avantage, ouais, complètement. Tu peux te loger, t'as pas, tu vois, moi je suis à Boston, c'est différent, mais un studio ici, c'est au moins 1500 balles mensuel. Ouais, non, mais carrément. Ok, bon, non, c'est clair que c'est pas évident. Et alors, du coup, comment est-ce que ça se passe? Donc, ça t'est arrivé à Buffalo, donc là, t'es dans l'État de New York, dans cette grande université. Est-ce que ça te plaît? Enfin, comment ça se passe? Raconte un peu. Écoute, l'arrivée, ça se passe. Je suis hébergé chez cet ami pendant 2 semaines, je crois, peut-être 2-3 semaines. Évidemment, entre-temps, je cherche quand même à me trouver un appartement. À cette époque-là, il y avait un autre Français qui s'appelle Tristan, qui lui a fini par trouver, puisque c'était un appartement qui se passait d'étudiant en étudiant, parce que lui il venait d'une école d'ingénieur à Toulouse, et que d'autres personnes avaient habité dans cet appartement, dont toi, si je me souviens bien. T'as été dans cet appart aussi à Princeton? Ouais, appartement numéro 4, 205 Princeton Avenue, ouais, bien sûr. Et je crois que c'est moi qui l'ai gardé le plus longtemps au final, parce que donc ma première année, pardon, excuse-moi, je me mélange. Première année, j'ai trouvé, alors c'était pareil, une maison, mais on était à 6 colocs, donc t'imagines la galère, quoi. Donc c'était 3 chambres en haut et 3 chambres en bas, avec seulement 2 salles de bain, donc fallait bien s'organiser, une seule cuisine. Et puis à la fin de cette première année, donc c'est là Tristan qui me fait, écoute, il y a cet appart qui se passe d'étudiant français en étudiant français, et donc j'ai emménagé au appartement numéro 4 sur Princeton Avenue, et donc ça c'était 2009-2010 du coup, et puis j'y suis resté jusqu'à juin ou mai 2014, donc
quand même 5 ans. Ok, donc ça t'a plu. Donc, tu t'es bien Ouais, au installé. final, ça m'a plu, ouais, évidemment. Mais c'est vrai, comme tu disais, ouais, là, l'appart en soi, c'était, je crois qu'on payait genre $700 par mois, bon, sans charge comprise, évidemment. Mais avec un coloc, bah, tu te retrouves c'est ça, à $350 par personne, plus les factures, donc payer ton internet, ton électricité et ton gaz, parce que beaucoup d'endroits sont chauffés au gaz. Et puis, bah, Buffalo, il Ouais. fait très froid. Très froid en hiver, donc là, à ce moment-là, tu peux faire ce qu'on appelle un budget plan où tu payes un petit peu plus tous les mois pour compenser sur le fait que tu vas sûrement utiliser beaucoup plus de gaz pendant l'hiver. Et ça, c'est un truc qu'on ne savait pas à l'époque où j'étais en Virginie occidentale, ce qui fait que notre première facture de gaz en plein hiver, parce qu'en Virginie occidentale, il fait froid aussi, c'est les montagnes, hein, c'est les Ouais. Appalaches. C'est les Appalaches, bah, notre première facture de gaz, elle était à $1 200. De chauffage, du coup. De chauffage, ouais, exactement. Pour la première grosse facture d'hiver. Donc $1 200 à diviser à 3, ça fait mal, quoi. Donc du coup, et en plus, moi j'étais le seul à pas être rentré en France. Donc c'est moi qui ai dû me gérer ça tout seul, à appeler la compagnie de gaz. Donc ça m'a servi de leçon, ce qui fait qu'une fois arrivé à Buffalo, directement budget plan où tu payes un peu plus tous les mois pour compenser sur le fait que tu vas utiliser plus de gaz pour le chauffage en hiver, quoi. Est-ce que tu aurais un petit fun fact sur la ville de Buffalo à nous partager? Parce que là, on parle, c'est vrai que peu de villes qui sont pas forcément je dirais les destinations les plus connues des touristes ou même des expats français, européens Ah dans ouais, le non, monde. mais bien sûr, ouais, c'est... Est-ce que tu peux nous dire, voilà, je sais pas, deux, trois trucs sur ces villes qu'on pourrait retenir et qu'on peut ressortir pour briller en société? Alors, sur Albion, Michigan, non, pas vraiment. Le seul truc, c'est Ah. que c'était pas loin du... Bah, c'était tellement petit que j'ai pas fait grand-chose, quoi. C'était pas loin de Jackson, Michigan, si je me souviens bien du nom, et c'est le lieu où le parti démocrate du Michigan a été créé, je crois, ou le parti républicain, tu vois, je m'en souviens même plus. Ah bah Et on d'accord. parle de 2003-2004. Ouais. Et en plus, je pensais que c'était le parti démocrate ou le parti républicain du pays à l'époque, mais en fait non, c'était juste dans l'État. Euh, sur Morgantown, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est très joli, c'est très sympa. Le campus en lui-même, il est très beau comparé justement à Buffalo, où le campus en soi, il est relativement moderne. Mais là, c'est vraiment le campus qu'on pense, Historique. ouais, traditionnel américain, auquel on pense quand on pense université américaine. Mais tu vois, l'avantage à chaque fois, c'est que toutes ces villes où j'étais, elles étaient proches d'une autre ville qui était vachement plus attractive. Donc Morgantown, c'était à 1 heure et quart de Pittsburgh. Albion, Michigan, c'était pas loin de Ann Arbor, qui est magnifique comme ville, où tu as l'université du Michigan, et seulement 3 heures de Chicago aussi, donc c'est quasiment rien évidemment à l'échelle américaine. Mais Buffalo, évidemment, il y a les chutes du Niagara. Alors pour moi, c'était la grande déception quand je les ai vues. C'est vrai. Ouais, j'étais super déçu, tout simplement parce que je les voyais vachement plus hautes. Et qu'en fait, quand je suis arrivé, je fais non, c'est bien, mais je suis déçu. Non, mais je voulais pas être difficile, mais en fait, moi, dans mon esprit, je les voyais tellement plus hautes que ce qu'elles sont. Ça reste impressionnant. Après, je vais pas mentir. Enfin, c'est magnifique, ça reste impressionnant quand tu vois la force de l'eau, etc. Petit côté déception parce que je les voyais vachement plus hautes que ce qu'elles sont en réalité. Mais Buffalo, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ou qui disent ouais, mais il y a rien du tout. Alors déjà, fun fact, Buffalo, c'est la deuxième plus grande ville de l'État de New York après New York. C'est vrai que c'est une ville qui est en pleine reconversion puisque ça faisait partie de la fameuse Rust Belt où donc c'était toute l'industrie métallurgique. Et que en 50 ans, la ville a perdu 50% de sa population, mais là, ils sont vraiment en pleine revitalisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent puisque j'y retourne encore assez régulièrement. Et moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et en fait, je pense que c'est pas forcément l'endroit où tu es, mais c'est les gens que tu rencontres et que tu connais, les connaissances que tu fais permettent d'apprécier l'endroit plus que parce qu'en tant que tel, c'est vrai que Buffalo, il y a pas mal de pauvreté, il y a des quartiers complets où tu as des maisons qui sont abandonnées. Enfin ouais, c'est pas. Mais là, ils sont en train de transformer beaucoup de choses et je pense que ça fonctionne et ça a été voté plusieurs fois comme une des villes les plus sympas pour s'installer en tant que millénial, donc il se passe beaucoup de choses. C'est une ville qui bouge malgré tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc ayant vécu, je connais aussi quelques petites choses. C'est la ville, c'est connu aux États-Unis comme étant la City of Good Neighbors, donc la ville en fait où tes voisins sont gentils. Et c'est vrai que
En plus, pour une ville qui est quand même baignée dans l'hiver au moins 6 mois par an sous la neige, c'est pas si fréquent en fait d'avoir des voisins qui s'inquiètent vraiment les uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a une gentillesse, il y a une atmosphère vraiment particulière quoi à Buffalo là-dessus. C'est Ah ouais, non, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai que les gens sont très chaleureux à Buffalo, très gentils. En même temps, il fait tellement froid que tout le monde est super content d'aller dans les bars et de, et de boire, donc ça aide. Il faut bien se réchauffer comme on peut, hein. Mais ouais, non, moi je recommande Buffalo. Et puis bon, bah évidemment, c'est la ville où on a créé les fameuses Buffalo Wings. Et puis d'ailleurs, quand on est à Buffalo, on ne dit pas Buffalo Wing, c'est Chicken Wing. Et alors, du coup, donc en 2015, donc tu nous refais une cérémonie de remise de diplôme. En fait, 2014. Alors ouais, donc j'ai bien pris mon temps pour écrire ma thèse et pour faire ma soutenance de thèse parce que si je trouvais pas de job, c'était retour en France. Jusqu'au jour, donc là, bon, enfin, ça a duré en gros 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. J'avais malgré tout des cours à suivre. C'est pas parce que je suis arrivé avec un master que j'avais juste à écrire ma thèse. Hein, donc j'ai quand même eu 2 ans et un semestre de cours à suivre. Donc j'ai suivi mes cours que je devais faire. Après, tu as quand même des examens à passer. Donc tu as ce qu'ils appellent un preliminary exam. Donc moi, vu que j'avais un master, en fait, j'ai dû le passer plus tôt et plus vite que la plupart des personnes. Où tu as une liste de lecture, donc il faut que tu aies lu un certain nombre de bouquins. On peut te poser des questions sur n'importe quel bouquin. Alors évidemment, on m'a posé des questions sur Madame Bovary. C'est le seul bouquin en littérature française que je n'ai jamais lu de ma vie et que je refuse de lire, mais je commence à changer un peu ma version et je vais peut-être enfin lire Madame Bovary cet été. Ah, okay. Ouais. Donc ça, une fois que tu le passes, c'est bon, ça veut dire que tu peux continuer dans le programme. Et ensuite, tu passes à la partie thèse et écriture de thèse. Donc tu dois avoir un autre examen, tu dois passer un autre examen où tu présentes ce qu'ils appellent un prospectus. Donc en gros, tu présentes ton projet de thèse et ce que tu vas faire. Il faut que là, tu apportes ta propre liste de lecture. Et ensuite, c'est le long travail un peu solitaire et ingrat de l'écriture de la thèse jusqu'à temps et de l'écriture de la correction, de la réécriture, de l'ajout. Enfin, le truc, t'as l'impression que ça en finit jamais. Et le fait est que moi, vu que j'arrivais pas à trouver de job, si je faisais ma soutenance de thèse, c'était sans job, c'était retour en France. Ou tout du moins, c'est ce que je croyais. Arrive le printemps, donc printemps, c'est comme ça qu'on sépare les semestres aux États-Unis, automne, printemps. Début du printemps 2014, mon directeur de thèse me dit « Bon, Olivier, va falloir arrêter, là, tu fais ta soutenance, t'as plus le choix, c'est ce semestre. » Donc là, je me dis « Eh merde !» Parce que je suis toujours sans job. Et là, il y a quelqu'un qui me parle de faire un EAD, donc ça a été déjà mentionné par la plupart des invités qui ont eu leur carte verte ou qui voulaient travailler. Donc EAD, c'est juste une autorisation de travail. Et donc dans le cas d'un visa étudiant, la seule contrainte, c'est qu'il faut que tu trouves un job qui soit dans le même champ que ton diplôme. Donc pour moi, ça restreint vachement puisque ça veut dire que c'est pour enseigner du français, quoi. Et alors, est-ce que c'est un peu similaire à ce qu'un OPT est ? Ouais, c'est ça. Mais pardon, c'est exactement ça, excuse-moi. Ouais. C'est un OPT et tu reçois ton EAD, donc ton autorisation de travail. Et oui, t'as raison, le OPT, c'est Optional Practical Training. Et donc oui, c'est ça en fait, qui te lie à ton diplôme. Ça permet d'étendre la légalité de ton visa, même aux US expire ou de 12 mois. Par contre, il faut que tu trouves que tu bosses pendant 9 mois sur 12 parce que si tu as plus de 3 mois de chômage, ton statut change et tu es obligé d'abandonner ton statut et de rentrer dans ton pays d'origine. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est quand même pas évident. Ouais, non, c'est pas évident. Donc j'ai fait les démarches, j'ai fait ma soutenance, donc j'ai passé ma soutenance, je suis devenu docteur Olivier. Et entre-temps, j'ai bien reçu mon autorisation de travail, ça a été approuvé. Donc à l'époque, on disait que ça pouvait prendre jusqu'à 90 jours, ça avait pris exactement 90 jours, ce qui fait que je me retrouve à enseigner un cours d'été, c'est arrivé pile quand il fallait. Donc j'ai enseigné un cours d'été, et puis vu que j'avais toujours pas trouvé de job, t'as mon département à l'époque qui a été assez sympa pour me dire écoute, t'as qu'à rester, et on va te filer 2 cours à enseigner. Donc par contre, il faut savoir que 2 cours en tant que ce qu'on appelle adjunct, donc un chargé de cours, je sais même pas comment on pourrait dire ça en français, on te paye entre 2500 et $3000 par cours par semestre.
Oh, Je me suis retrouvé avec moins de 10 000 $ pour l'année. ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est la galère. Donc là, on est à l'automne 2014, j'enseigne mes 2 cours, j'arrive à survivre malgré tout, puisque les loyers sont pas très hauts, hein, donc heureusement qu'il y avait tout ça. Et puis, j'avais fait plusieurs entretiens d'embauche, et là, une autre amie qui a fait son doctorat avec moi, Valérie, si jamais elle écoute un jour, on était tous les deux sur le même poste, et il s'avère que c'est elle qui a eu le job et pas moi. Et là, elle me contacte, donc comme quoi le piston, ça sert, donc les gens, utilisez vos contacts si vous les avez. Et elle me dit, écoute, une des profs va présenter sa démission, a présenté sa démission et finalement elle est revenue sur sa décision, sauf que ça a déjà été traité et en gros elle va pas revenir. Envoie ton dossier, je vais me débrouiller pour t'embaucher, pour te faire embaucher, pardon. Génial. Ouais, et c'est ce qui est arrivé. Janvier 2015, je loue une voiture. Tout ce que je peux rentrer dans la voiture, c'est ce que j'emmène avec moi de Buffalo en Géorgie. C'est combien d'heures de route? J'ai mis 15 heures en faisant des pauses assez régulièrement parce que j'étais tout seul, j'avais personne en covoiturage. Et donc en gros, tout ce que j'avais pu mettre dans le coffre, le siège arrière et le siège passager, c'est tout ce que je pouvais prendre avec moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Le truc auquel parfois je me rends compte que je suis un peu bizarre, mais le truc que je voulais absolument emporter avec moi, c'était mon aspirateur parce que les aspirateurs ça coûte cher. C'était ce que je m'ai dit. Énorme. Okay. Et donc j'ai conduit de Buffalo jusqu'à Dahlonega en Géorgie. Alors Dahlonega, c'est dans le nord de la Géorgie, environ 1h20, 1h30 au nord d'Atlanta. Et là, tu vois, j'ai un fun fact. La première ruée vers l'or dans l'histoire des États-Unis, c'était à Dahlonega. C'était pas vers l'ouest. Ah ouais. Donc c'était au sud, ouais. C'est le site de la première ruée vers l'or de l'histoire américaine. D'accord, ça se visite du coup? Ouais, il y a un musée de l'or, ouais. Il y a un musée de l'or et tu peux chercher, tu peux encore trouver des paillettes d'or et des pépites d'or dans certains coins. T'as des gens qui en trouvent encore. Et il s'avère que le Capitole de l'État de Géorgie, le toit, la coupole est recouverte d'or de Dahlonega. Ah, excellent. Enfin, toi, du coup, t'étais retourné en Géorgie depuis ton séjour avant 2003? De 2003, de 2001, non, à part la période des fêtes 2003-2004, quoi. C'était la dernière fois que j'étais retourné en Géorgie, ouais. 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, te revoilà, quoi. Ouais, me revoilà, ouais, boucle bouclée. Et là, pareil, c'est toujours, je me suis fait héberger justement par Valérie pendant un mois. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que fallait trouver non seulement un appart, ouais, mais fallait aussi trouver une voiture. Parce que l'université est divisée en 5 campus, mais c'est pas 5 campus où tu peux prendre une navette qui va entre les campus. Chaque campus est séparé de 45 minutes de route en moyenne, quoi. Ah ouais, donc la voiture, c'est pas négociable, c'est obligatoire. Exactement, c'est obligatoire. Donc il s'avère que les 2 premières semaines de cours, à peu près, j'ai pu utiliser la voiture de son mari parce que son mari était à Buffalo à ce moment-là. Mais après il a fallu trouver, lui il m'a aidé à chercher une voiture, donc je me suis trouvé une vieille Nissan Altima toute pourrie mais qui était manuelle, donc j'étais très fier parce qu'ici toutes les voitures sont automatiques quasiment. C'est bien, c'est difficile à voler une manuelle ici. Exactement, donc je l'ai trouvée et puis ma petite voiture elle m'a duré 1 an, mais au moins elle m'aura servi pendant 1 an. Après elle a un peu rendu l'âme. Je me suis trouvé l'appart, donc moi j'ai choisi de vivre dans ce qu'on appelle la metro area pour Atlanta, donc en gros c'est la banlieue et grande banlieue, parce que je voulais pas aller habiter à Dahlonega en tant que personne seule. C'est un petit village, c'est une petite ville qui est sympa justement pour des familles avec des enfants, qui est sympa pour les touristes, mais moi je me voyais pas vivre seul à Dahlonega. Si j'étais seul, c'était version Bridget Jones. Au bout d'un moment, je me serais laissé mourir à me faire manger par mes animaux, quoi. Donc, il y avait juste pas de possibilité, ouais. Donc non, moi je préférais la civilisation et je préférais me taper 35 minutes de voiture, ce qui est pas énorme au final, pour aller sur un campus, mais 1h15 à 1h20 de route pour aller sur le campus de Dahlonega, qui est le plus loin d'où j'habite. Donc du coup, tu commences ce job, tu es toujours sur ton OPT? Ouais, je suis toujours sur mon OPT et je commence en tant qu'instructeur. Ah ouais, d'accord. Donc ou c'est lecteur, quoi, je sais plus ce que c'est, le titre. Du coup, je suis curieuse de voir comment ça a évolué et je sais que t'as vraiment suivi un peu un parcours du combattant pour ta carte verte. Du coup, j'aimerais bien que tu me dises. Ouais, alors moi j'ai commencé en tant qu'instructeur, ouais, donc du coup parce que fallait remplacer cette personne qui elle, alors aux États-Unis pour faire simple, t'as ce qu'on appelle des postes en tenure track.
Donc tenure track, c'est un poste qui t'amène à une possible titularisation. Donc ça la tenure. Donc quand tu es tenured, ça veut dire que tu deviens titularisé et après tu peux être promu aussi et passer de ce qu'on appelle assistant professor quand tu commences à associate professor. Donc moi j'ai commencé en tant que lecteur parce qu'il fallait remplacer cette personne qui avait décidé de démissionner puis pas démissionner, mais vu qu'elle avait déjà donné sa démission, elle revenait plus. Qui elle était professeure, donc qui était en tenure track. Et je pouvais pas commencer en tant que professeur directement. Donc il a fallu refaire la pub pour ce poste. Donc moi j'ai dû postuler, j'ai quand même dû j'ai candidaté, j'ai dû faire entretien téléphonique. Donc j'ai dû tout faire comme quelqu'un qui candidatait de façon classique. Et après, on va pas se mentir non plus, j'avais quand même un avantage puisque je connaissais l'université, je connaissais le type d'étudiant, je connaissais le type d'activité que tu pouvais faire, contrairement à quelqu'un qui candidate d'une université X ou Y dans un autre état. Après la première année en tant qu'assistant professor, donc dans ce poste où il y a la possibilité de titularisation, tous les ans, on a une évaluation et donc je demande à mon chef de département, écoute, est-ce que tu es content avec le job que j'ai fait? Il me fait oui, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, j'ai demandé s'il voulait bien me sponsoriser pour la carte verte. Donc j'ai de la chance parce que ça se fait de moins en moins aussi d'avoir justement d'être dans une université où on te sponsorise pour la carte verte, ce qui fait que c'est l'université qui paie les frais d'avocat, etc. Et donc en effet, comme tu l'as dit, j'ai un peu galéré. Puisque l'avocat m'a contacté, donc là on est en 2017, en février 2017, je reçois un premier email de l'avocat en avril 2017 où il me fait remplir plein de formulaires et ainsi de suite évidemment. Et puis je lui renvoie tout en temps et en heure et puis 2017, je vais à Québec pour mon programme d'études à l'étranger avec mes étudiants et puis je reviens, arrive août, j'envoie un email à l'avocat, je fais je viens juste aux nouvelles parce que il s'est pas passé grand chose et puis là je pense que comme je me suis rappelé à son bon souvenir, il a eu ce moment de oh merde où en fait par sa réponse j'ai compris que en fait il avait rien fait. Mais comment c'est possible? Ça j'en sais rien. Évidemment il traite les dossiers pour toutes les demandes de visa etc de l'université, mais je sais pas pourquoi il m'a complètement oublié. Il l'a jamais avoué, je vais pas mentir, il l'a jamais dit que c'était le cas parce que j'ai essayé de le confronter plusieurs fois et il l'a jamais avoué parce que et pourtant faute avouée à moitié pardonnée. Donc bref. Il s'avère que, chose que je ne savais pas, il y a un temps limite pour pouvoir faire toutes les démarches, qui est de 18 mois, je crois. Enfin, il y a un temps limite, ce qui fait que d'abord, une première étape pour la carte verte, c'est de faire une pétition avec le ministère du Travail américain, pour savoir, alors plusieurs choses, c'est en 2 étapes. Tu as ce qui s'appelle Prevailing Wage Determination, donc en gros, tu dois remplir des papiers. Eux, ils doivent examiner pour dire que oui, en effet, ton salaire correspond à tes qualifications. Ou alors, ça doit être ajusté si jamais ils estiment que tu gagnes pas assez par rapport à ton diplôme ou si tu gagnes trop par rapport à la description de ton job. Donc ça, c'est une première étape. Okay. Ensuite, une fois que ça c'est approuvé, deuxième étape qui est toujours avec le ministère du Travail, c'est que tu ne voles pas le job d'un honnête Américain. Non. Voilà, donc ça il faut réussir à prouver tout ça. Et donc pour faire tout ça et commencer ensuite les démarches d'immigration, puisque ça arrive après ces 2 premières choses, il y a 18 mois à partir de la date d'emploi. Donc pour moi, ça veut dire en gros août 2015. Et donc là, je te laisse faire le calcul. Le temps qui commence à faire ça, on est déjà en période Trump, du coup. Donc du coup les temps de traitement se sont beaucoup plus allongés. Et on dépasse la période des 18 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Obligé de remettre une annonce, obligé de recandidater à mon propre poste pour remettre les compteurs à zéro. Cependant, heureusement, toute cette première moitié, on n'a pas eu besoin de le faire. C'était pour pouvoir recommencer la partie immigration où là, t'envoies les papiers officiels avec la demande de carte verte et pareil, c'est après Trump, donc tous les délais de traitement sont beaucoup, beaucoup plus longs. Tout ça pour dire qu'au final, j'ai enfin reçu ma carte verte
en juin 2020, donc ça a pris plus de 3 ans. Juin 2019. Oui, pardon, en juin 2019. Vu qu'on est en 2020 cette année. On n'est pas encore en juin. Tout à fait. Mais tout ça pour dire, oui, ça a pris quasiment, pratiquement 3 ans, quoi, au final. C'est dingue. Et par contre, en parallèle, tu as réussi donc aussi à être titularisé. Et ça c'est arrivé après. Mais déjà, la carte verte, parce que bon, on te dit que c'est mieux de ne pas sortir du pays, parce que sortir c'est jamais un problème, mais rentrer ça peut être le problème. Alors il faut savoir que ma carte verte, je l'ai reçue un jeudi en juin, et le dimanche, je partais à Québec avec 12 étudiants, donc c'était vraiment limite. Et une fois revenu, il a fallu que je prépare mon dossier de titularisation. Donc c'est une galère, mais en fait déjà au bout de 2 ans, tu dois commencer un pre-tenure review, donc pré-titularisation, où tu dois faire tout un dossier et prouver que tu es un bon enseignant, prouver que tu fais de la recherche, prouver que tu fais ce qu'ils appellent du service, donc que tu participes à des comités, que tu organises, je sais pas moi, un festival de films ou des trucs comme ça. Bref, que tu t'as 3 participe à la communauté. Exactement, donc 3 domaines dans lesquels tu dois prouver. Donc la pré-titularisation, ça s'était bien passé, donc tu te dis c'est bon, c'est juste à mettre à jour. Mais en fait, c'est quasiment autant de boulot que la pré-titularisation, parce que oui, il faut mettre à jour, mais il faut aussi justifier tout, demander des lettres à Pierre, Paul, Jacques, qui confirment que tu as bien fait ci et que tu as bien fait ça. Faut remettre à jour ton CV. C'est assez long. Et dans mon université, vu qu'on est une université d'enseignement, j'ai pas besoin de publier un bouquin comme mes profs à Buffalo par exemple. Ce qui est demandé, c'est d'avoir un minimum de 2 articles et puis de participer régulièrement à des conférences. Et il s'avère que au final j'en avais 3. Je participe toujours à des conférences, une chaque semestre en général. Donc et puis entre-temps, félicitations. Ouais, merci. Et puis donc là c'est pas encore officiel dans le sens où oui, j'ai eu la confirmation, j'ai mes lettres, etc. Mais c'est effectif. Ça commence. Le semestre prochain. Voilà, exactement, le semestre prochain. Donc à partir de août prochain, je ne suis plus assistant professor, mais je deviens associate professor. Et titularisé, ouais. Toutes mes félicitations. Merci. C'est génial. Merci beaucoup. Un truc qui m'a toujours frappé, je m'en cache pas, on s'est rencontrés donc à Buffalo. D'ailleurs, on s'est pas rencontrés lors de mon premier séjour quand tu as récupéré mon appart quand je suis partie, mais plus tard quand moi je suis revenue en 2011. Et un truc qui m'a frappé en fait, c'est que contrairement à beaucoup d'expatriés français, t'as jamais, c'est pas que tu fuis les Français, bien au contraire, d'ailleurs on s'est rencontrés, mais je t'ai jamais vu en fait chercher particulièrement la compagnie des Français ou francophones. Comment t'expliques ça? Et je sais pas, est-ce que c'est vrai, alors je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le besoin. Oui, c'est sympa de retrouver des Français, etc. Mais en fait, moi, j'avais aussi envie d'étendre mes connaissances et je sais que plusieurs des invités précédents ont mentionné que c'est difficile de devenir ami avec des Américains. Et ce qui est pas faux, hein. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, c'est difficile parce que les relations sont vraiment assez souvent très superficielles. Évidemment, comme Marie-Pierre l'avait mentionné, elle aussi. Bon, tu restes avec ton petit groupe d'expats, etc. Donc oui, j'ai des amis évidemment qui étaient français. J'avais des amis qui étaient internationaux. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient aucun lien avec l'université de Buffalo. Et puis, commencer à sortir avec ces personnes. Et puis, de fil en aiguille, tu rencontres d'autres personnes et tu rencontres d'autres personnes. Donc, ce qui fait que moi, la raison pour laquelle je retourne à Buffalo, c'est parce que j'ai un groupe d'amis qui est pas du tout lié à l'université. Donc, c'est pour ça que j'y retourne régulièrement. Alors que toi, t'as ta belle famille, par exemple. Donc, toi, t'as une vraie raison pour y retourner. Alors que moi, honnêtement, là, maintenant, dans le département, il y a quasiment plus personne. Là, les 2 seules personnes que je connais, elles sont sur le point de terminer leur thèse. Donc, là, j'arrive à un stade où il y a plus personne que je connais dans le département. Donc, je rencontre quand même entre-temps, évidemment, puisque tu les vois à des conférences et ainsi de suite, mais je suis pas du tout proche de ces personnes. Et ce qui fait que là, pour Thanksgiving, j'y suis retourné. Je suis quasiment sûr que c'était la dernière fois que je retournais sur le campus, par exemple. Mais je retournerai à Buffalo parce que j'ai mes amis qui sont à Buffalo aussi. Et donc, je pense que c'est ça. Et alors, c'était pas conscient, en fait, je sais pas, mais ça s'est répété ici en Géorgie parce que un des amis que je me suis fait, il est portugais, donc oui, il est international,
mais il est pas français. Et t'as la prof, la chef du département d'espagnol et portugais, qui m'a dit mais écoute, je connais des Français et des francophones. Et puis moi, je lui ai rétorqué direct, moi j'en ai rien à faire qu'ils soient français ou francophones. Je veux juste rencontrer du monde. Point. Ouais. Et elle avait trouvé ça super étrange et super choquant. Et je fais non, je suis désolé. Enfin oui, s'ils sont français francophones, c'est cool, mais c'est pas le but. Moi, je veux de sélection, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je veux juste rencontrer du monde et apprendre à connaître des gens. Et j'ai pas besoin qu'ils soient français ou francophones. J'ai pas. Mon job, c'est d'enseigner le français et de parler français. J'ai pas un énorme besoin de parler français H24. Ouais. J'ai mes collègues pour ça, voilà quoi. De manière, voilà, tu parles aussi français dans ton boulot, quoi. Exactement. Tu peux déjà partager aussi ce que t'aimes sur ta culture dans ton travail de tous les jours, et c'est super. Ouais. J'ai une petite question sur le fait, en fait, du coup, là, de vivre dans un État du Sud. New York, c'est un État très, très, très démocrate. Dans le sud des États-Unis, c'est pas forcément le cas. Ouais. Et du coup, alors, je sais pas si ça te dérange d'aborder le sujet, mais bon, tu nous l'as dit, tu es en couple avec un homme. Ouais. Qu'est-ce que c'est, en fait, de vivre, d'être gay dans un État du Sud? On a souvent un peu des clichés, justement, sur la tolérance. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est intolérant? Est-ce que c'est tolérant? Enfin, comment ça se passe? Tout dépend d'où t'habites, tout simplement. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'habite dans la banlieue d'Atlanta, parce que Atlanta, oui, la Géorgie, c'est un État républicain, à part Atlanta, qui est vraiment très démocrate. Moi, le comté dans lequel j'habite, qui est le comté de Gwinnett, aux dernières élections présidentielles, c'était aussi vraiment très démocrate, quoi. Évidemment, t'as toujours des petits endroits avec certaines villes qui restent quand même républicaines et ainsi de suite. Mais Atlanta, ça a quand même un historique qui est basé sur la ségrégation. C'est une des villes qui a le plus de ségrégation aux États-Unis. Donc, par exemple, tout le sud-ouest d'Atlanta, c'est plus afro-américain, alors que le nord-est, c'est plus asiatique et blanc, quoi. Et, et dans tout ça, bon, évidemment, t'as la population hispanique aussi qui se greffe un petit peu partout. Ouais, c'est vrai mais l'air de rien, tu sais, c'est vrai que l'État de New York, oui, c'est plutôt démocrate, mais quand tu regardes dans les détails, autour de Buffalo et entre New York et Buffalo, il y a quand même beaucoup de villes qui sont et beaucoup de zones qui sont républicaines. C'est relativement conservateur. Donc dès que tu sors des zones urbaines, ça reste conservateur. Merci infiniment d'avoir pris le temps de raconter ton histoire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite ? Écoute, vu que je suis titularisé, le prochain gros truc, c'est dans 5 ans pour passer de associate professor à juste professeur tout court. Mais c'est dans 5 ans, donc dans l'immédiat, moi j'aimerais bien, là il y a des projets de peut-être acheter une maison dans un futur plus ou moins proche, et puis peut-être des projets aussi, pareil, dans un futur plus ou moins proche, et plus proche mieux ce serait d'adopter peut-être un enfant. Donc ça, c'est encore des projets, mais ouais, peut-être ça, et puis que ça arrive, et puis vu qu'il y a de grandes chances qu'on arrive en période de récession, il y a peut-être une des deux choses qui sera plus simple à faire que l'autre. Écoute, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès dans ces projets-là. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à nouveau à Olivier pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Olivier, je l'ai rencontré, vous l'aurez peut-être compris entre les lignes, pendant mes études, moi aussi. Il était professeur assistant de français dans l'université dans laquelle j'étudiais. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous le dire tout simplement en nous envoyant des messages ou en laissant des étoiles et des commentaires sur les applications d'écoute de podcast. La semaine prochaine, on continue nos rediffusions de l'été et j'ai trop hâte de vous retrouver. Allez, à bientôt.